C'est toi le sujet, donc il faut plus pendant, il faut qu'attendre des connexions. Ok, je connais. On va demander à Yao s'il nous voit. Alors, tu nous vois. Comme ça là on peut... Tu nous vois. Ouais. On est sur African History. African History, yes. Ah, il nous voit, d'accord. Okay. Parfait. Oh, fantastique. Ok. Bon. Fantastique. On commence. D'accord. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette entrevue que African History a bien voulu réaliser avec le professeur Sene Mongaba. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous sommes dans le cadre de la Renaissance africaine et un de ces thèmes, c'est la question des langues, de l'enseignement dans les écoles africaines en langue africaine. Bon, je ne me suis pas présenté, c'est Fortuna Ekuchu. Moi, je suis directeur d'African Summer School et African Summer School a bien voulu collaborer à cette entrevue parce que nous croyons aussi dans notre démarche, dans la question de l'enseignement en langue africaine. Et nous remercions le professeur Sene Mongaba qui est notre invité pour sa disponibilité. On l'a pris aujourd'hui, il est en vacances, mais on est venu jusque chez lui à la maison pour la cause. Bienvenue, professeur. Merci. Bienvenue à vous aussi. Je suis aussi content que vous ayez pensé à moi pour renforcer la réflexion autour du panafricanisme, de la Renaissance africaine et de tout ce travail que vous faites aussi bien au niveau d'African History, histoire africaine, que d'African Summer School. Donc vous êtes un groupe de jeunes un peu partout au monde, à Yako au Canada, à Kofi, à vous Fortuna, à Laura, à tout le monde. Bien, je suis honoré que vous ayez pensé à moi pour que je puisse partager les peu que j'ai pu faire de mes recherches avec le reste de la communauté africaine. Voilà, nous saluons aussi ceux qui sont en direct. Nous voyons qu'il y a déjà 10 personnes en direct qui nous suivent. C'est-à-dire, c'est un thème très important. Nous allons d'abord présenter le professeur Sene Mongaba. C'est un chimiste de formation, expert en linguistique. Vous avez écrit une thèse de doctorat sur le Lingala, l'enseignement de Lingala. Le Lingala comme langue d'enseignement dans les écoles du Congo. Vous êtes écrivain, vous êtes entrepreneur, vous avez une maison d'édition, vous avez créé une école à Kinshasa. Et donc vous êtes quand même, pour ceux qui nous suivent, une personne de valeur par le sens de votre démarche scientifique entrepreneuriale. Et nous allons directement aller au cœur du sujet, cher professeur. Vous avez écrit un livre dont le titre est L'enseignement en Lingala. Kotangisa na Lingala. Enseigner dans les langues africaines. Enseigner dans les langues africaines, c'est le cas du Lingala. Alors, pour aller un peu, disons, droit au but, la première question est pourquoi vous avez décidé de faire cette démarche? Parce que dans le doctorat, enfin c'est une thèse de doctorat, on demande toujours quel est l'apport scientifique en plus que vous avez emmené. Maintenant, nous allons comprendre la motivation de cette démarche d'abord. Oui, la motivation de la démarche est d'abord que j'ai constaté qu'en Afrique, nous apprenons dans des langues occidentales, mais nous vivons avec nos langues africaines. Et moi-même, en tant qu'élève, j'avais eu pas mal de difficultés puisque j'ai vécu en Lingala et j'étudie en français. Et quand je suis devenu enseignant, j'ai vu que les élèves à Kinshasa avaient du mal à comprendre le français. Et il fallait tout le temps les renseigner en Lingala. Et quand je suis arrivé en Europe, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui apprennent dans leur langue, aussi bien par exemple en Belgique, les Flamands apprennent en flamand, en Tchéquie, les Tchèques apprennent en tchèque. Donc, je me suis dit que pourquoi nous, en Afrique, on doit apprendre dans des langues que nous ne maîtrisons pas. C'est comme ça que la réflexion a commencé. Et si je me suis dit que je vais étudier comment
enseigner dans les langues africaines, la moindre des choses, c'était que moi-même, je dois d'abord croire au fait qu'on peut enseigner dans les langues africaines. Et si je crois qu'on peut enseigner dans les langues africaines, la moindre des choses, c'était d'écrire ma thèse en lingala. Donc c'est comme ça que ma thèse, je l'ai conçue en lingala, je l'ai écrite en lingala, et tous mes travaux de recherche de terrain, je les faisais en lingala. Donc ma thèse de doctorat, même si ça a été fait à l'Université des Gants, je l'ai fait en lingala du début à la fin. Ce n'est que à la fin que j'ai traduit le texte en lingala vers le français. Donc c'était un peu ça. Oui, donc la démarche était celle d'un scientifique. Vous êtes parti d'une observation et vous êtes passé à l'action. Mais au niveau scientifique, il n'y avait pas d'autres professeurs, chercheurs africains qui ont essayé de penser à cette question avant que vous puissiez l'aborder. Et qu'est-ce que vous avez emmené en plus? Bon, d'abord, il y a Cheikh Anta Diop qui a fait, je n'arrive même pas à la cheville de ce que Cheikh Anta Diop a fait. Donc ça veut dire que Cheikh Anta Diop a déjà fait ce travail-là de démontrer qu'on pouvait enseigner, apprendre les sciences dans tous les niveaux, dans nos langues. Donc, à part Cheikh Anta Diop, quand je dis Cheikh Anta Diop a fait, ça veut dire que Cheikh Anta Diop ne s'est pas limité à donner des théories. Il a écrit la relativité d'Einstein et tout ça en ses rêves, donc il a fait. Et pas mal d'autres chercheurs aussi africains l'ont fait avant moi. Mais disons que c'est une contribution que j'ai faite, ça veut dire que j'ai quitté les niveaux où on peut faire des essais en disant vraiment que ma langue de travail est devenue. Donc moi j'ai commencé cette aventure d'abord comme ça, comme je l'appelle aventure en 2000. Et vers 2004-2005, ma langue de travail est devenue vraiment le lingala. Donc aujourd'hui, je travaille, je réfléchis, je conçois mes choses, mes travaux scientifiques en lingala. Donc, et j'ai suivi quand même le pas. Il y a pas mal d'auteurs africains, congolais, qui ont écrit sur le lingala. Tu as Nzokanga qui a écrit pas mal de travaux sur le lingala que j'ai pu suivre. À part Nzokanga, il y a Mbwanza, il y a pas mal de chercheurs Nzanga et les autres qui ont fait quelques travaux. Il y a au Congo-Brazza, il y a Nzokanga, il y a j'ai oublié son nom, il était des mêmes ministres, il est mort, qui ont travaillé sur la lexicologie du lingala. Mais jusque-là, c'était des études linguistiques. Mais moi, j'ai quitté vraiment l'aspect linguistique pour travailler sur le lingala, produire de la chimie en lingala, produire de la mathématique en lingala, avec aussi bien du sérieux et tout ça. D'abord, ce n'est pas seulement pour prouver que c'est faisable, mais pour moi-même aussi, ça m'a permis de voir les sciences sous un autre angle et enseigner aussi dans les écoles à Kinshasa par rapport à ça. Restons dans le domaine scientifique avant d'aborder qu'est-ce que vous avez vraiment découvert dans les détails, dans vos travaux. Comment vos travaux ont été accueillis par vos pairs, soit à l'université de Gand, aux universités congolaises, là où aussi vous enseignez? Bon, c'est toujours, ça me marque toujours, auprès de mes compatriotes congolais ou africains, c'est toujours un effet de surprise. Ah, comment tu as fait ça? Et pourtant, bon, on devrait le faire. Hein? Donc souvent, c'est la surprise, l'incrédibilité, jusqu'au moment où ils voient la thèse, ils voient les écrits, ils commencent à se rendre compte, ah mais oui, c'est vrai, c'est faisable. Hein? Mais moi, je croyais que le lingala était pauvre, ou je croyais que le lingala était une langue de voyous, ou ceci, et moi je dis non. Le lingala n'est pas pauvre, c'est nous qui sommes pauvres en lingala. Le lingala n'est pas une langue de voyous, il n'y a aucune langue qui appartient aux voyous, aux hommes sérieux. Dans chaque communauté, vous avez des voyous, vous avez ceci. Donc, tout dépend. Donc, auprès de mes pères, petit à petit, on croit à ça. Mais il y avait pas mal aussi d'encouragement, surtout au niveau de l'Afrique du Sud, où j'ai rencontré pas mal de chercheurs sud-africains qui sont vraiment plongés dans ce genre de travail. J'ai rencontré aussi des collègues tanzaniens aussi qui sont... Ça veut dire qu'il y a des coins, par exemple la Tanzanie, l'Afrique du Sud, la Somalie, l'Érythrée. Quand tu rencontres des gens de l'Éthiopie, de ces côtés-là, ça n'est pas vraiment surprenant. Ils sont contents que voilà, tu viens d'ajouter, de contribuer à ça. Et dans
dans des parties comme des confrères comme du monde, on appelle entre guillemets francophone, ça veut dire là où le français est une langue officielle. Souvent, c'est la surprise, mais il y a toujours l'esprit positif. Et dans les pays où l'anglais domine, il y a la surprise, mais un peu moindre niveau. Donc, au niveau des gants, ça a été plus facile parce que mon maître, comme je l'ai dit, c'est lui qui m'a initié dans ce travail, le professeur Kabuta. Lui-même, il est d'origine congolaise. Il est venu en Europe jeune, mais il a travaillé aujourd'hui, il est parmi les grands lexicographes d'Ichiruba. Donc, c'était en terrain conquis. Et puis, l'université des Gants, c'est l'une des universités en Belgique, si pas en Europe, qui est très avancée dans l'enseignement des langues congolaises. Donc, ils ont déjà quand même... Ils avaient besoin d'un travail sur le lingala, qui était un travail sérieux. Voilà, donc, c'est comme ça. Bon, il y a aussi, il ne faut pas se les cacher, hein. Il y a des gens qui te disent, mais ça c'est un travail des illuminés, qu'est-ce que tu crois, tu perds ton temps, où est-ce que tu veux aller avec le lingala, où est-ce que tu veux aller avec les langues africaines. Bon, tu as toujours ça, hein, donc, mais bon, on fait avec. En tout cas, donc ça a été un accueil, disons, différencié. Bon, allons dans le fond du problème. Alors, la question de l'enseignement dans les langues africaines, c'est une question controversée. Aujourd'hui, si on fait même une émission sur ça, c'est pour commencer à créer un débat, parce qu'il y a aussi eu des débats, hein, vous le soulignez dans vos travaux, mais c'est pour recréer un débat, vulgariser ce débat. Mais dans votre thèse, vous avez parlé de cette question sous deux aspects. Il y a un aspect subjectif et il y a un aspect objectif. Pouvez-vous expliquer à ceux qui nous suivent les deux aspects du débat sur l'enseignement de la langue, des langues africaines, l'utilisation des langues africaines dans l'enseignement des... Bon, disons que ce que j'appelle aspect objectif, c'est la didactique. Ça veut dire que les bons sens nous dit, ça avant même de faire des études, les bons sens nous dit que quelqu'un te comprend si tu parles dans une langue qu'il comprend. Ça veut dire que si quelqu'un te parle en bulgare, puisque toi tu ne comprends pas les bulgares, tu ne vas pas comprendre ce qu'il te dit. Donc le bon sens nous dit qu'un enfant africain qui vit dans un milieu où on parle les Bamileke, où on parle les Haoussa, c'est normal que tu l'enseignes en Haoussa. Un enfant qui parle le lingala, c'est normal que tu l'enseignes en lingala. Ça, c'est vraiment une question de bon sens. Ce n'est même pas une question de faire des études pour se rendre compte de ça. Par contre, en Afrique, on s'est retrouvé avec un passé historique colonial qui fait que l'école du type actuel a été instituée dans des langues occidentales, dans les langues européennes, qui ne sont pas les langues africaines. C'est là où il y a le débat s'est posé. Et au niveau objectif, j'ai dit, tu veux enseigner à un enfant de Dar es Salaam la chimie, l'enfant de Dar es Salaam, il parle Kiswahili, tu prends le Kiswahili, tu l'enseignes la chimie en Kiswahili, il comprend. Parce qu'on enlève la question de la langue, il ne reste qu'avec la difficulté de la chimie. Un enfant qui est en Namibie, qui parle Chichewa, tu l'enseignes en Chichewa, et c'est comme ça que ça c'est le bon sens. Les gars qui habitent en Islande, on enseigne en islandais. Celui qui habite en Italie, on est en Italie, on enseigne en italien. Donc ça, c'est le bon sens. C'est ça ce que j'appelle la didactique, l'aspect objectif. Ça veut dire que nous développons quelles sont les stratégies qu'on peut faire pour que on puisse enseigner les enfants africains dans leur langue et leur enseigner tout. Quand je dis tout, ça veut dire de la maternelle au post-doctoral dans sa langue. Ça s'est fait partout au monde. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel qui ne demande même pas des études. Voilà. Il y a aussi l'aspect... Ouais. Maintenant, il y a l'aspect subjectif. Ouais. J'appelle ça subjectif, mais au fait, c'est là où il y a les nez du problème. Ça veut dire que pourquoi nous, Africains, nous sommes obligés jusqu'aujourd'hui à utiliser des langues étrangères pour nous approprier les savoirs scientifiques, culturels, littéraires et tout ça. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que quand j'enseigne à un enfant, je prends l'exemple à un enfant du Bas-Congo, au Congo ou au nord de l'Angola, les mathématiques, je lui enseigne ça en français. Cet enfant pense que les opérations arithmétiques proviennent du français. Il pense que ça vient de la France.
Quand je lui enseigne, il y a les carnivores, les herbivores et les rongeurs et tout ça, comme je lui enseigne ça en français, l'enfant pense que tous ces savoirs-là viennent de la France. Alors qu'il a chez lui des carnivores, il a chez lui des herbivores, il a chez lui les rongeurs, et les rapaces et tout ça. Donc si je lui enseignais toutes ces notions-là des zoologies en Kikongo, cet enfant-là ne ferait pas les liens entre la zoologie et la France. Il ferait les liens entre ce qu'on lui enseigne dans sa classe et la faune qui est tout autour de lui. Donc c'est là où je dis que c'est cet aspect idéologique qui dit que le fait que nous utilisons des langues étrangères pour nous approprier les savoirs, fait que nous continuons à croire que nous ne sommes pas capables de produire du savoir, nous ne sommes pas capables d'inventer. On le voit, moi j'étais à l'école, on apprenait en français, et quand un des collègues s'hasardait à faire un peu les savants, tu lui disais, mais il va découvrir, hein? Ça veut dire que qu'est-ce que tu vas découvrir? Les Blancs ont tout découvert. Pourquoi? Parce que nous, en étudiant la chimie, on croyait que, puisque c'est en français, on croit que la chimie est liée à la France, alors que la chimie est universelle. Et d'ailleurs, le mot chimie, comme on le sait, ça vient du source chemistry, qui veut dire la science des Noirs. Parce que c'était la science que les gens qui étaient en Grèce allaient apprendre en Égypte et allaient venir appliquer en Grèce. Donc, ça veut dire que déjà dans les temps, il y a 5000 ans, cette science était déjà maîtrisée par nos pères. C'est pour ça que je dis que quelque part, il y a maintenant cet aspect subjectif. Ça veut dire que si on commence à enseigner dans nos langues, sans le dire aux élèves, les élèves commencent directement à intérioriser le fait que les savoirs qu'il apprend ne viennent de nulle part que de son milieu environnant et qu'il est appelé à transformer pour son bien-être personnel d'abord, pour le bien de sa communauté et pour le bien de l'humanité, l'environnement qui lui est proche. C'est un peu ça. Ça veut dire que cet aspect subjectif, comme je dis, c'est là où on trouve les questions identitaires, les questions idéologiques, les questions politiques. Donc, ça veut dire que la question de l'âme n'est pas seulement une question banale qu'on peut réduire à juste pour que l'enfant comprenne les mathématiques, mais ça va vraiment au-delà. Affrontons l'aspect politique de la question des langues, de l'enseignement dans les langues africaines. Qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez, disons, compris après ces années de recherche? Bon, au niveau général, hein, et puis on va aller dans les particuliers. Oui, au niveau général, ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, les responsables africains ne sont pas encore convaincus que nous pouvons fonctionner avec nos langues. Il y a quelque part encore les séquelles de la colonisation. Vous voyez, c'est comme un enfant. Moi, j'ai un enfant de 21 ans. Ça veut dire qu'elle est majeure et elle a pas mal de choses qui exigent qu'elle se comporte comme majeure, mais elle n'est pas encore complètement partie. Elle a encore besoin quand même de la bénédiction du papa, des mamans et tout ça. Et il est dans ce moment-là intermédiaire où elle peut être indépendante, mais pas encore. Et c'est un peu la situation de l'Afrique. Ça veut dire que c'est comme si nous ne sommes pas encore convaincus que nous pouvons vivre par nous-mêmes. Nous pouvons nous développer. Quand je dis développer, ça veut dire dans le sens des coco, la grandir par nous-mêmes et que nous pouvons faire des choses par nous-mêmes. C'est pour ça, quelque part, chez les responsables africains, on a encore cette peur de faire les sauts. On a besoin du français. Tu entendras les gens te dire qu'on a besoin du français, on a besoin de l'anglais parce que on doit accéder à l'international et tous ces genres de faux fouillants. Alors que les Islandais, les Bulgares, les Vietnamiens ou les gens de Singapour et plein dans le monde n'ont pas besoin du français ou de l'anglais pour accéder au monde. Ça, on va peut-être revenir là-dessus. Il y a cet auteur Ngungi wa Thiong'o qui a parlé de la question de la relation entre la langue et l'écriture dans les langues maternelles. Vous pouvez un peu, parce que ça rentre vraiment dans la question identitaire et politique. Mais oui, quand j'ai parlé tantôt, quand au début vous m'avez posé la question de ceux qui ont fait le travail avant moi et que j'ai cité chez Kata Diop, il y a aussi Ngungi wa Thiong'o qui est vraiment dans ce genre-là. Quand Ngungi wa Thiong'o parle de la décolonisation des mentalités et qu'il a écrit pas mal de romans Kikuyu et plus tard, j'ai même eu l'honneur de conseiller un de mes jeunes Congolais qui traduisait un des textes de Ngungi en Lingala. Donc, ça veut dire qu'il
quand il parle de décoloniser les mentalités, c'est ça le problème qu'on est là. Pour le moment, pourquoi nous avons peur de nous... c'est comme si, je vois même, de nous... Comment on dit en français? De nous affranchir du français, du portugais, de l'anglais. C'est comme si on a peur qu'on va se retrouver nulle part, personne ne va nous entendre, et pourtant personne ne nous entend. Même si on parle français ou anglais, personne ne nous entend, personne ne nous écoute. Donc la question qu'Ngungi pose est vraiment fondamentale. Nous écrivons dans les langues que nous utilisons pour écrire. Pour qui? Aujourd'hui, on me dira, par exemple, maintenant, vous êtes en train de faire votre émission en français, non, pourquoi vous ne l'avez pas fait en lingala? Ça sont des réalités que nous devons arriver dans l'avenir à faire des émissions. Ça, c'est seulement parce que pour le moment, nous n'avons pas de moyens. Je crois que dès que vous aurez des moyens, on pourra faire des émissions comme ça. Je l'ai fait en lingala. On a une batterie de traducteurs qui traduisent pour les frères en Yoruba, en Fan, en Kiswahili. Donc ça, ce sont des choses qui sont des aspects purement matériels. Alors, cette émission qu'on est en train de faire maintenant en français, si on avait des moyens financiers ou tout ça, on aurait pu les faire en lingala et les traduire dans les 23 ou 40 langues africaines. C'est faisable. Partout ailleurs, les autres les font. Donc ça veut dire que c'est un peu ça. Donc c'est vraiment ce que Ngungi dit. Nous devons nous assumer. Nous avons dit que nous voulons l'indépendance. Personne ne nous le donnera, c'est nous-mêmes qui devons l'avoir et s'assumer comme tel. Et ça appartient, quand j'ai parlé tantôt des responsables politiques, mais il faut reconnaître que souvent les responsables politiques africains viennent de ce qu'on appelle des instruits africains. Et les grands groupes qui s'opposent aujourd'hui, qui empêchent aujourd'hui les langues africaines de s'assumer comme langue d'enseignement dans les écoles, ce sont les instruits africains. Ça, il ne faut pas considérer. Il y a aussi une relation entre ce que vous avez aussi cité, la relation entre le pouvoir de la langue et la langue du pouvoir, qui joue un jeu dans tout ça. Oui, parce qu'il y a la langue du pouvoir et le pouvoir de la langue. Ça veut dire que moi, si je veux parler, par exemple, je prends le cas de Kinshasa, du Congo que je connais bien. Si je veux parler des choses sérieuses et que je me mets à parler en lingala, les gens ne me prennent pas au sérieux. Ils s'attendent à ce que je parle en français pour qu'ils commencent à me prendre au sérieux. Et ça, c'est déjà un indice que nous ne sommes pas indépendants et nous ne nous assumons pas. Si les gens, mais de temps en temps, les gens se rendent compte que je suis têtu quand même, je parle quand même en lingala et ils finissent par se rendre compte que je suis sérieux dans ce que j'ai fait et ils commencent à se rendre compte que bon, dans les lingala, ce type-là, comme il parle, sûrement on sent qu'il est voyou comme les gens de Kingasani, mais il a l'argument, il a l'argumentaire solide, on ne sait pas les contrer, ou on peut les contrer, on débat avec. Donc c'est à ça, ça veut dire qu'on doit, pour que les Fans, les Sérères, les Wolof, les Zoulous, tout ça, pour que ça devienne des langues de pouvoir, nous devons l'utiliser. Il n'y a pas d'autre chose. On ne peut pas attendre que quelqu'un vienne nous donner le feu vert. Bon, maintenant, vous pouvez parler Wolof. Non, Nangandef. En tout cas, merci beaucoup, professeur Séné. Nous sommes dans le débat, nous allons entrer un peu dans la profondeur. Et dans votre travail, vous avez décidé de vous occuper de l'aspect objectif et de laisser de côté l'aspect subjectif. Pourquoi vous motivez ce choix? Bon, ça c'est vraiment une approche méthodologique, comme on dit. Par exemple, en physique ou en chimie, quand tu as un problème, c'est un problème complexe, tu veux le traiter, tu les découpes en petits morceaux, en problèmes moins complexes. Comme ça, tu peux les traiter. Ça veut dire que, qu'est-ce que je fais? Le problème, il est global, comme je dis dans le livre. Enseigner dans les langues africaines n'est pas la panacée. Ce n'est pas ça qui suffit pour qu'on améliore la qualité de l'enseignement. Mais c'est un problème important pour l'amélioration de l'enseignement. Alors je coupe, je dis, je m'intéresse dans ces livres, enseigner dans les langues africaines, je traite de quels sont les travaux à faire. Qu'est-ce que nous, les Africains, sans l'aide de quelqu'un d'autre, sans attendre de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que nous, les Africains, nous pouvons faire pour que nous arrivons à faire ça. Comme mon frère Ngozi dit que les Burundais ont compris ça. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu prends le cas des Burundi, au Burundi, on enseigne en Kirundi. Bon, au Rwanda, on pouvait même enseigner en Kinyarwanda, mais là, on a dans quel niveau? Mais le Burundi, il s'approche. Je crois que même ils parlent des universités, on utilise même les Kirundi. Tu vois?
au niveau du secondaire, c'est vraiment bien avancé. La Tanzanie avait abandonné le Kiswahili. Il est revenu au Kiswahili. Cette année, l'année scolaire qui ouvre ici, en Tanzanie, on reprend le Kiswahili. Parce qu'il y a un vrai problème, comme je disais, didactique. Ça, c'est l'aspect, comme je dis dans ces livres-là, j'aborde dans ces livres l'aspect didactique. Mais cela, je n'ai pas dit que l'aspect didactique est prépondérant par rapport à l'aspect idéologique et politique. Au contraire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les intellectuels, j'aime pas les termes intellectuels, qu'est-ce qui fait que les instruits africains continuent à vouloir, à ce qu'on parle le français, on parle le lingala, ils interdisent à leurs enfants, dans leur maison, de parler le lingala ou le yoruba, ils imposent l'anglais à leurs propres enfants. Qu'est-ce qui fait ça? Ce n'est pas une question didactique, c'est une question idéologique et représentationnelle, parce qu'au plus profond de nous, les instruits africains, nous pourchassons. En fait, notre démarche est d'arriver à devenir comme des Blancs. Et nous cachons pas les choses, c'est ça. Nous voulons devenir comme des Anglais, comme des Belges, comme des Français. C'est pour cela que nous imposons à nos enfants d'abandonner nos cultures, nos langues. Mais seulement c'est un cercle vicieux. Parce qu'après, quand l'enfant sort au marché, il rencontre le papa qui vend les choses. L'enfant est obligé de négocier en lingala. Il ne sait plus faire en français. Donc, c'est ça. Ça veut dire que l'aspect idéologique, je l'aborde aussi dans d'autres documents à venir, où je montre même les liens entre comment nous pouvons créer, inventer, si nous maîtrisons la physique, la chimie, les mathématiques dans nos langues. Et ce n'est pas de l'utopie, on peut le faire. Hein, donc, par exemple, là, je disais, ça c'est les livres de chimie, des 3e secondaire que j'ai fait, c'est complètement lingala, qui attend l'accord du ministère de l'enseignement. Donc, ça veut dire que moi, mon idée, c'est, comme moi je suis chimiste, mon idée, c'est d'écrire les livres de chimie. Ça, j'ai fait le 3e. L'année prochaine, je vais sortir 4e secondaire, jusqu'à ce que je vais boucler tous les savoirs, bon, il ne faut pas être prétentieux, tous les programmes scolaires de la chimie. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent emboîter les pas et... Oui, en effet, on va retourner après pour voir si vous êtes aussi en train d'encadrer d'autres personnes, parce que c'est très important que vous ayez autour de vous des jeunes qui puissent suivre cette démarche. Mais je voudrais retourner un peu sur votre choix, votre démarche méthodologique, l'aspect subjectif et l'aspect objectif, ou bien l'aspect idéologique de la question et l'aspect plutôt didactique et linguistique pur de la question. C'est pas peut-être par méthode aussi, par approche, pour convaincre plus de monde, vous avez décidé d'abandonner la question idéologique et dire qu'on va convaincre le monde en disant que ça rapporte plus techniquement à enseigner dans nos langues, prouver ça de façon technique et non dire que ça nous rend puissants parler dans nos langues. C'est-à-dire que vous pensez que quel est l'argumentaire qui convainc le plus? Celle idéologique ou celle technique? Mais d'abord, je vais recadrer quelque chose. Si je fais ces choix, ce n'est pas vraiment par rapport à ça. Si je fais ces choix, c'est par rapport à comment... Parce que moi, dans ma tête, les débats ne se posent plus sur faut-il qu'on enseigne dans nos langues ou garder les langues occidentales. Chez moi, ces débats-là ne se posent plus. Je suppose que chez Kantadia, Ngung et les autres ont déjà résolu cette question. En fait, moi, je suis dans la logique que nous devons enseigner dans nos langues. Voilà. Je suis là. Idéologiquement. Voilà. Maintenant, pour faire ça, il suffit de dire nous devons enseigner dans nos langues pour que cela soit possible. On doit être sérieux entre nous. Un enseignant qui a été formé en français du début à la fin, tu ne te réveilleras pas du jour au lendemain de lui demander d'enseigner en Kitété là. Par exemple, il faut que tu lui enseignes comment les Kitété là, comment est-ce qu'il peut produire du discours scolaire en Kitété là. C'est un peu ça ce que je suis en train de faire dans mon travail. C'est-à-dire expliquer à quelqu'un que comment ta langue est disposée, quelles sont la morphologie de ta langue et comment tu peux utiliser cette morphologie que tes ancêtres ont déjà mis en place. Tu n'as pas à refaire ça. Tes ancêtres ont déjà fait ce travail-là. Il suffit que toi tu lises, tu es Mbouza, il suffit que tu lises, tu comprennes la morphologie du Kimbouza, tu pourras générer des mots. C'est ça le travail dans ces livres. C'est pour ça que j'ai adopté cette approche. Ça veut dire que dans ces livres, j'explique comment faire la terminologie pour créer des mots, comment utiliser la lexicographiie pour créer des définitions,
définir un concept scientifique dans ta langue, comment le faire, comment traduire, parce qu'on a des savoirs scientifiques en français, en anglais, en portugais, comment les traduire dans nos langues et que ça soit lisible et clair. Au fait, ces livres-là, j'aborde ces aspects-là. C'est pour ça que je dis que ces aspects-là, je les ai abordés en premier parce que ça montre une méthodologie. Ça veut dire que ça peut aider à quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, mais qui n'a pas fait toutes ces démarches d'études linguistiques comme moi j'ai fait, mais qui a sa science. Par exemple, comment est-ce qu'un mécanicien Chichewa en Namibie, qui connaît la mécanique, qui est professeur de mécanique à l'université, comment il peut produire de la mécanique en Chichewa. C'est ça la démarche de mon travail. Donc mon travail, c'est pour ça que j'ai choisi cet aspect de méthodologie, parce que nous avons un travail énorme à faire. Ce n'est qu'en faisant ce travail que nous pouvons arriver maintenant à ce que vous disiez tantôt, convaincre. Parce qu'avant que je convainque quelqu'un qui ne croit déjà pas que les langues africaines peuvent être utilisées comme langue d'enseignement, pour que je les convainque, il faut que je vienne avec les livres. Les livres que j'ai écrits à quelqu'un qui demande, en fait, les livres, c'est enseigner dans les langues africaines. Ça, c'est le livre que j'ai écrit, qui est pour les docteurs. En fait, qui est la partie théorique de ma thèse, mais que j'ai édité, que j'ai publié sous forme de livres, enseigner les langues africaines. Et enseigner dans les langues africaines, j'explique les méthodologies que les Africains peuvent suivre pour créer des mots dans leur langue, pour créer des définitions dans leur langue, pour traduire des savoirs scientifiques de l'anglais ou du français vers leur langue, et comment diffuser ces savoirs, parce qu'il ne suffit pas de créer tout ça, mais on doit les diffuser. Il y a Alessandre qui demande comment c'est réglé la politique linguistique dans votre pays. Bon, au Congo, la République démocratique du Congo, c'est l'un des pays où cette question est posée. Ça veut dire que la politique linguistique, on appelle ça la loi cadre de l'enseignement. La loi cadre de l'enseignement dit que les langues congolaises et le français sont les langues de l'enseignement. Mais seulement cette loi cadre dit qu'à partir du secondaire, la langue de l'enseignement devient le français. Ce qui fait qu'au niveau du Congo, tu peux enseigner à l'école primaire et enseignement général en Lingala ou en Kikongo ou en Kiswahili ou même dans d'autres langues qui n'est pas nationale. Mais une fois que tu as, d'après là où l'école s'est située, mais une fois que tu arrives au secondaire, tu dois enseigner maintenant en français. Et notre travail quelque part des lobbies et de convaincre les ministères, c'est de montrer qu'il ne suffit pas il ne faut pas réduire, on peut laisser même l'école secondaire, même l'université, apprendre dans les langues. Donc c'est à ce niveau-là. Au niveau de la politique du gouvernement, eux, ils n'ont pas de problème, c'est la loi cadre qui règle ça, mais on doit proposer à l'améliorer. Mais en effet, vous avez fait un travail aussi historique en ce qui concerne la République démocratique du Congo et en ce qui concerne aussi, disons, l'Afrique en général, sur les politiques linguistiques dans l'enseignement. Et c'est un peu de reparcourir rapidement qu'est-ce qui s'est passé au Congo, parce qu'il y a disons, on voit aussi la question idéologique et politique. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo depuis les ancêtres jusqu'à aujourd'hui? Parce que le Congo, c'est le centre de votre travail. Ok. Je reviendrai à la question de Mamadou après par rapport au fondement économique et culturel d'un futur État fédéral. Ça, je crois qu'on va arriver à ça. Donc, par rapport à l'historique, au fait, qu'est-ce qu'on a constaté? Dans mon livre, je l'aborde qu'au temps de nos ancêtres, ça veut dire que vous partez du Kemet et vous descendez dans les grands empires, et même juste avant l'esclavage et même la colonisation, ça veut dire que l'école était structurée de manière à ce que les villages ou la communauté confiait des enfants à un praticien qui est expert dans la matière, qui allait montrer, par exemple, ceux qui apprenaient la médecine, suivaient ces maîtres qui leur montraient les plantes, comment soigner, faire ceci. Ceux qui construisaient des ponts, les maîtres leur montraient comment quel travail. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose où l'enfant, il y avait des formations basiques données à tout enfant qui est appelé à être homme ou femme, d'après ce que la société. Donc, il y avait cette école-là. Et toute cette formation se faisait dans la langue de la communauté en place. C'est comme ça que ça s'est toujours passé depuis des temps immémoriaux jusqu'avant l'esclavage. Et même pendant la période de l'esclavage,
c'était tout la même. C'est que vraiment à partir de la colonisation que l'école, avec l'Occident, quand l'Occident a pris le pouvoir en Afrique, qu'il a imposé l'école, la langue de l'enseignement. Et puis il y a aussi l'école coranique qui est entrée, toutes ces influences-là. Maintenant, quand on est arrivé à l'époque de la colonisation, au Congo, il était sous occupation belge. La Belgique a pris la décision de prendre 4 langues des grandes, moi je dis ça, supra-communautaires. C'est des langues qui étaient parlées par plusieurs communautés. À l'ouest, c'était le Kikongo, qui est du royaume Congo. Au centre, c'était le Chiluba. Au nord-ouest, c'était le Lingala. Et tout l'est, c'était les Kiswahili. Donc, par exemple, pour les Lingala, il y avait un débat à ce moment-là entre les Lingala et les Lomongo. Il y avait des colons qui voulaient le Lomongo, d'autres qui voulaient les Lingala. Finalement, les Lingala dominaient parce que c'était une langue commerciale, supra-communautaire et tout ça. Donc, les gens qui ont composé l'école coloniale, ils ont quand même mis les 4 langues d'après l'espace géographique comme langue d'enseignement. Donc, on enseignait dans ces langues-là à l'école primaire. Et petit à petit, à les classes montantes, avec des 4e, 3e primaire, je crois, on commençait à installer le français. Et à l'école secondaire, c'était le français. Ça, c'était la situation à l'époque coloniale. Quand on a eu l'indépendance, on a le gouvernement congolais, post-indépendant, qui, paradoxalement, se décide de bannir les langues africaines de l'école. Donc, ça veut dire que c'est le gouvernement indépendant du Congo. Non, pas Lumumba. Lumumba a fait juste 3 mois, on l'a assassiné et tout. C'était le gouvernement Adoula, en 62, qui a pris cette décision-là pour améliorer la... Parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de bonne foi, je peux supposer, pour améliorer la qualité d'enseignement, il fallait pour eux enlever les langues africaines, mettre le français du début à la fin, pour que les enfants puissent parler français. Parce que dans leur tête, parler français, ça signifiait une bonne qualité de l'école. C'est comme ça que ça a continué. Mobutu, quand il est arrivé, il y a eu la mouvance de recours à l'authenticité avec Mabika, Kalanda et les autres, qui ont influencé Mobutu pour qu'il fasse la politique de recours à l'authenticité. C'est comme ça qu'on a remis les langues nationales à l'école. Malheureusement, c'était plus de la propagande que vraiment d'une politique linguistique. Donc, cette politique des langues ne s'est pas vraiment implantée, mais quand même, il y a eu pas mal de langues congolaises qui ont été enseignées à l'école, et jusqu'à maintenant, ça commence à enseigner. Mais il y a une résistance, les parents ne voulaient pas de ça, parce que, bon, les instruits, les nantis, les politiciens, ils parlent français pour trouver du travail qui doit parler en français. Donc, vouloir imposer à leurs enfants d'apprendre en Lingala ou en Chiluba ou en Kiswahili ou en Kikongo, pour les parents, c'était comme si tu embêtais leurs enfants. Ce qui fait que les écoles publiques et privées interdisaient le français, et c'est la situation un peu... Même après le départ de Mobutu, avec cette influence de Mabika et les autres, on a eu quand même la loi cadre de l'enseignement en 86 qui a institué quand même cette histoire de langue, comme j'ai dit tantôt. Mais la loi cadre qui est sortie en 2013, malheureusement, même s'il reconnaît l'usage des langues congolaises, mais il a réintroduit le fait qu'au niveau de l'école secondaire, c'était le français qui était la langue d'enseignement. Et ça, c'est le travail que vous êtes en train de faire. Ça, c'est au niveau du Congo. Oui. Mais c'est comparatif à peu près dans plusieurs pays africains. Afrique, oui, c'est ce que je voulais voilà, dire. dans les pays, surtout dans les pays où le français est la langue nationale, comme le Sénégal, le Mali, les autres comme ça, on a pas mal de difficultés. Des pays comme la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, on parle français même dans le marché. Donc, c'est même dit. Hein? Oui, on va aussi affronter ça parce qu'il y a une question, comment est-ce que dans un pays où on parle que le français, pas seulement que le français, mais où le français est dominant, même dans le marché, comment appeler à une politique linguistique qui va repêcher les langues, disons, locales. Mais sur l'Afrique, moi aussi j'ai appris dans vos écrits que les pays de l'Afrique de l'Est, disons, font mieux. Somalie, Érythrée, Éthiopie. Quelle en est la cause? Mais je crois qu'il y a aussi l'aspect historique dans ça. Hein. Il ne faut pas oublier que l'Éthiopie n'a pas été directement colonisée comme les autres pays.
Donc ça, il faut déjà... Ce qui fait que pendant longtemps, l'Éthiopie a eu à faire des politiques d'essence éthiopienne, à l'époque de Haïlé Sélassié, même avant Haïlé Sélassié et les autres. Mais on voit quand même que malgré ça, il y a quand même l'influence aujourd'hui, même en Éthiopie, où l'anglais, les nantis veulent quand même que leurs enfants étudient en anglais. Mais il y a cet aspect historique. C'est la même chose avec la Somalie. Avant le désordre qui est arrivé maintenant, avec Siad Barre, il y avait quand même une grande politique de tout mettre en Somalie. En Tanzanie, il y avait Mwalimu Nyerere qui a compris aussi, donc ça veut dire que quelque part, il y a toujours le leadership politique. On a eu la chance en Tanzanie avec Mwalimu Nyerere, c'était un enseignant et un politicien. Donc quand il est arrivé au niveau de la politique, il a insufflé ces décisions-là. Et bon, après lui, on a trouvé, parce que la Tanzanie s'est retrouvée à un moment donné avec des crises financières, on est allé chercher l'argent à la Banque mondiale, et la Banque mondiale leur a dit que non, pour améliorer l'enseignement, la qualité de l'enseignement, il faut l'anglais. Donc les successeurs de Nyerere ont été obligés d'abandonner l'anglais et le Kiswahili pour l'anglais. Mais plus tard, ils se sont rendus compte que non, ça ne marchait pas. En septembre, comme je dis, ils reprennent avec les Kiswahili. Donc, l'aspect est-africain, on peut justifier ça aussi par cet aspect historique, qui fait que ça leur a permis, parce que l'Érythrée, c'était dans l'Éthiopie. Hein. Donc, ça veut dire que l'Érythrée et l'Éthiopie, du point de vue historique, tu es dans la même logique. Ils n'ont pas été d'abord colonisés directement. Et que la Somalie, même la colonisation de la Somalie n'a pas été totale par les tentations. L'Italie a essayé avec l'Éthiopie ou avec la Somalie, mais ça n'a pas vraiment pris comme les autres pays. Donc cet aspect-là, on peut le mettre en avance. Oui, nous sommes en tout cas en direct. Nous saluons tous ceux qui nous rejoignent en ce moment. Nous saluons Swadi Kimbadzi, Karine Yao, Mamadou Youf et tous les autres qui sont en direct en train de nous suivre. Les thèmes sont nombreux autour de cette question, mais essayons d'affronter les objections. Alors, parce que nous sommes en train, dans cette émission, de dire qu'il faut promouvoir l'enseignement dans les langues locales africaines. Vous avez fait une thèse de doctorat, vous avez produit des livres, quelqu'un demande. Mais oui, donc même pour apprendre les lingala, moi j'ai produit des livres pour apprendre les lingala. Et je crois que Maman Karine, c'est ça, on doit tendre vers là. Notre idée, c'est comme ça que je félicite aussi les gens d'African History, notre idée, nous tous, moi et vous, c'est que nous devons produire suffisamment des livres d'apprentissage de nos langues. Et c'est nous-mêmes qui devons les faire. Donc ça, c'est vraiment un chantier que nous, à Mabiki et les autres, on se fixe comme un idéal, on doit le faire. On est en train de le faire, bon, avec les moyens de bord, mais on les fait. Ouais. En tout cas, retournons à la politique linguistique. Il y a des objections, comme je disais, que dans un pays comme la République démocratique du Congo, vu que c'est vraiment notre sujet aussi aujourd'hui, mais comme exemple pour d'autres pays africains, il y a des objections qui disent que dans un pays où il y a 4 langues nationales, au Congo on a même 240 langues locales, disons communautaires, comment ça coûterait beaucoup d'argent d'appliquer une politique linguistique qui reconnaisse les langues locales comme langue d'enseignement. Voilà, ça c'est une des objections. Il y a d'autres objections. Voilà, je voudrais aussi que vous puissiez répondre à ces objections. Oui, moi je crois que ces objections-là ne tiennent pas vraiment la route. Pourquoi? Le travail que j'ai fait, et c'est énorme, c'est difficile. Je suis une personne, en une année, j'ai produit les livres de chimie de 3e secondaire. Ça veut dire que si l'État congolais embauche 3 ou 4 chimistes qui ont appris, à qui on enseigne comment faire les livres en lingala, ça veut dire qu'en une année, ces chimistes peuvent produire. Parce que déjà, les livres de chimie existent et tout ça. Donc, ça veut dire que si pour 4 langues, prenons par exemple, nous avons à peu près 100 disciplines aujourd'hui, à peu près, de l'école secondaire de l'école primaire ou l'école secondaire. Ça veut dire qu'en une année de travail, où les gens viennent chaque matin, parce que moi, ce travail-là, je ne fais pas un travail à temps plein, parce que je dois gagner la vie ailleurs. Je ne vis pas avec mon travail
d'écrire des livres de chimie. Donc ça veut dire que si l'État congolais paye des gens pour faire ce travail-là, en une année, le gouvernement somalien l'a fait en 71, 72. En une année, Siad Barre a payé les Somaliens, ils ont publié des trucs. C'est pas une magie. C'est pas quelque chose de tout. Maintenant, par rapport à la pluralité des langues, c'est difficile pour moi, j'aborde un peu la question de Mamadou, c'est difficile pour moi, pour un panafricaniste, de me cantonner dans les frontières de Berlin. Et c'est un carcan qui m'empêche de réfléchir et je ne peux pas réfléchir là-dedans. Parce que je sais que j'ai essayé de réfléchir là-dedans, c'est un carcan qui m'empêche. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis dans la logique où les communautés linguistiques sont des communautés linguistiques. Par exemple, si tu prends les Bakongo, tu as une partie des Bakongo qui est dans le Congo-Kinshasa, une dans le Congo-Brazza, les autres dans le nord de l'Angola. Donc, ça fait une unité culturelle et linguistique. Dans la logique panafricaine, on peut installer des manuels scolaires pour cette zone indépendamment des frontières. Hein? Donc, on n'a pas besoin d'être angolais, congolais démocratique ou congolais brassavillois pour apprendre la médecine en Kikongo. Hein? Il n'y a pas besoin de frontières là-dedans. On n'a pas besoin d'être béninois ou nigérian pour prendre la médecine en Yoruba. Tu vois? Donc, ça veut dire que on place les choses par rapport à ça. Moi, je crois. Par rapport aux moyens, je ne crois vraiment pas que c'est un problème de moyens, mais c'est un problème de volonté. L'argent que nous mettrons à faire du Congo démocratique, du Congo-Kinshasa, j'aime bien le Congo-Kinshasa, à faire du Congo-Kinshasa un pays francophone, parce que Congo-Kinshasa n'est pas un pays francophone. On parle français là. Les gens qui m'écoutent, ils comprennent le français. Hein? Les Congo-Kinshasa, c'est loin de moi l'idée même politique, les Congo-Kinshasa n'est pas un pays francophone. Parce qu'un pays francophone, c'est un pays où les gens, les locuteurs, ont la langue maternelle ou la langue première, le français. Ce n'est pas le cas de Kinshasa. Pour faire de ça, si c'était la volonté politique, pour que tous les Congolais puissent parler français, vivre en français, et tout vivre en français, devenir francophone, ça demandera énormément de moyens. Parce que d'abord, on n'a pas suffisamment d'enseignants qui maîtrisent le français pour faire du Congo. Donc, il nous faudrait importer des enseignants de la France, de la Belgique, de la Suisse ou du Canada pour venir nous enseigner le français. Donc, ça veut dire que ça, c'est aller tête baissée dans la colonisation, qu'on essaye de nous remettre dedans, aller nous-mêmes nous livrer, bon voilà, on n'a pas pu, prenez, coloniser nous. Ça, c'est le choix. Par contre, le choix de nos langues, ce n'est pas quelque chose d'impossible à faire, ce n'est même pas des moyens, on n'a même pas besoin de demander l'argent à la Banque mondiale pour faire ça. Juste avec les moyens, il suffit de bien payer les enseignants, engager quelques professionnels africains, locaux, ou internationaux pour les faire, c'est faisable. Mais c'est question de... En Afrique du Sud, pour le moment, il y a un grand travail énorme qui est en train de faire dans 7 langues. Hein. En Afrique du Sud, ils ont 9 langues, parce qu'ils ont 11 langues nationales. Bon, tu as l'anglais et l'africain, ce qui a déjà quand même suffisamment de trucs. Mais dans les 9 autres langues africaines, en Afrique du Sud, on est en train d'abattre un travail. La difficulté en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est plutôt au niveau représentationnel, où les parents ne sont pas chauds à envoyer leurs enfants dans les écoles où on enseigne en Kosa ou en Zoulou, en Tchouana, mais ce n'est pas là. Tu vois, ça veut dire que le gouvernement sud-africain est en train de le faire. Mais en effet, je voudrais aussi aborder une question importante, dans le sens que je crois que vous serez d'accord avec moi qu'au-delà des investissements au niveau de la didactique, de la production de la didactique, il faudrait quand même un investissement pour les gouvernements qui sont en train de le faire dans la communication populaire, éducation citoyenne. Parce que si un parent a peur d'envoyer son enfant dans une école où on enseigne dans une langue locale, qui est considérée une langue décadente, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'a pas le pouvoir de la langue, hein, c'est-à-dire que toutes ces politiques-là peuvent aussi produire un effet négatif dans le long terme. Ah oui, ça c'est important que les gouvernants communiquent avec la société. Le cas de Ouganda, Museveni, tous vous savez le niveau de la démocratie de Museveni. Hein? Tout ce que Museveni a comme niveau de démocratie et tout ça, il a voulu à un moment donné, il y a 3 ans ou 4 ans, imposer les Kiswahili en Ouganda. Mais ça n'a pas marché. Et pourtant, Museveni, on a peur de lui. En Ouganda, il fait ceci. Mais avec les Kiswahili, il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que un parent d'Ouganda,
Ouganda, c'est une communauté dans Ouganda qui parle l'Ouganda. Ou l'Usoga. Ils voient que ceux qui réussissent en Ouganda, ce sont ceux qui parlent anglais. Pour retrouver du travail en Ouganda, il faut connaître l'anglais. Pour faire ceci en Ouganda, il faut l'anglais. Et tu lui demandes à son enfant d'aller apprendre en Kiswahili. Alors que ton fils à toi, il est à Oxford. Tu vois, c'est là où il y a les problèmes. Mais ça veut dire qu'il y a un travail de sensibilisation à deux niveaux. L'État doit vouloir que les peuples apprennent en langue congo-africaine. L'État doit mettre les moyens de promotion sociale dans les langues africaines. Ça veut dire que l'examen d'abord des fins de cycle doivent comporter les langues africaines. L'accès aux professions doivent comporter l'usage des langues africaines. Et ensuite, eux-mêmes, les politiciens, à part les moments où ils doivent venir faire la propagande, mais quand ils s'expriment en langue africaine, quand ils vont à l'ONU ou dans des relations, dans des conférences internationales, si la population voit que leur président parle une des langues du pays à l'ONU et que le président leur demande de parler cette langue, la population n'aura pas. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a vraiment tout cet aspect de communication que je dis toujours à vous, comme ce genre de travail comme ça, qu'il faut sensibiliser les gens. Parfois les gens, vous les jugez comme ça, mais ils ne sont pas informés parce que l'école africaine, jusque-là, c'est l'école coloniale, ça nous sert, l'école africaine nous forme à ne pas aimer notre culture. Ça, on doit se le dire. L'école africaine aujourd'hui nous forme à ça. Nous faisons des démarches, tout ce que nous faisons maintenant ici, moi et vous, ce sont des révoltes. Si nous étions des bons élèves formés, qui ont suivi vraiment ce que l'école a demandé de nous, on ne parlerait pas de nos langues. En effet, vous travaillez en République démocratique du Congo depuis des années. Vos recherches pour aboutir à la thèse proviennent de vos expériences sur le terrain. Nous allons aborder ça dans la dernière partie de cette émission. D'abord, quel a été votre rapport avec, disons, les gouvernants congolais? C'est-à-dire, sont-ils informés? C'est vrai qu'il y a eu ces différentes lois, mais à l'état actuel, quel est le degré de sensibilité que ces gouvernants ont autour de la question? Bon, moi j'ai fait le peu que je peux faire à mon niveau. Ouais. Ça veut dire que j'ai informé les ministères. Il y a au ministère de l'enseignement primaire et secondaire du Congo ce qu'on appelle la direction des programmes et matériels didactiques. J'ai informé la directrice au plus haut rang de mes travaux. Ils m'ont reçu cette année. J'ai donné un séminaire. Ils ont une équipe de fonctionnaires qui s'occupe de la question de la langue. J'ai présenté tout ce que mes travaux et tous les aspects des choses. Il y a le mois passé, ils sont venus à l'école où nous formons notre école pilote. Un fonctionnaire a visité ce que nous faisons. Donc, à ce niveau-là, ça veut dire qu'ils sont intéressés par ce qu'on fait. Mais bon, moi, je mets à disposition ce que je peux mettre. Et le reste, ce sont des aspects que je n'ai pas de maîtrise sur ça, quoi. Oui. Donc, est-ce que vous croyez que vraiment, à cette étape, soyons francs, nous devons croire à la main du gouvernement où il faut que les privés puissent s'organiser, par exemple, créer, moi je suis adepte pour la création d'une organisation mondiale africaine pour l'éducation, c'est-à-dire enlever entre les mains de la Banque mondiale, l'UNESCO, nous sommes dedans aussi, mais c'est-à-dire commencer d'abord nous-mêmes à s'occuper de cet aspect avant que ça n'arrive aux mains des organisations internationales. C'est-à-dire, ma question est, à l'état actuel de connaissance de nos gouvernants, de leur niveau de préparation, le saut peut se faire à travers ces gouvernants ou il faut un lobby international? Bon, avant un lobby, il y a la question simple qu'on dit que l'école forme des citoyens. Ça veut dire nous sommes des citoyens. Ça veut dire que nous devons avoir aussi cette responsabilité des citoyens. Ça veut dire que notre continent va mal. Notre enseignement va mal. Donc, il nous appartient. On n'a pas besoin d'attendre quelqu'un parce qu'il est président de la République, parce qu'il est ministre de l'Éducation, pour contribuer à cela. Donc, il n'y a pas vraiment les problèmes à voir de ces côtés-là. Donc, ça veut dire que moi, je crois que tous ceux qui croient que nous devons améliorer l'enseignement en Afrique en utilisant nos langues, chacun à son niveau,
doit contribuer. Aussi, aujourd'hui, nous avons la chance, aujourd'hui, nous sommes là réunis, des gens du Canada, de Belgique et de partout au monde, en train de réfléchir à ça. Donc, nous pouvons continuer à réfléchir à ça à travers tous ces réseaux et à mettre des moyens par rapport à ça. Donc, on n'a pas besoin d'attendre. Et d'ailleurs, si nous devons convaincre nos gouvernants qu'on n'a pas besoin d'aller chercher l'argent à la Banque mondiale, il faudrait que nous disponibilisons cet argent. Parce que s'il faut enseigner, payer les enseignants pour qu'ils enseignent la politique que nous voulons, il faudrait que nous mettons, c'est un peu ça là. Ouais. Il y a une question online de Kofi Kopo que nous saluons. Est-ce que l'ancien égyptien pourrait aider à développer des concepts dans nos langues, tout comme le latin a aidé dans les langues européennes? Oui, l'ancien égyptien peut aider, et parfois les gens, quand on parle d'ancien égyptien, parfois on va aller chercher des textes dans les hiéroglyphes. Mais l'ancien égyptien, il est où? Il est dans nos langues. Hein? Donc, ça veut dire que avant même d'aller chercher, moi je vous ai dit, il y a des choses que j'ai découvertes dans la morphologie du lingala que je n'aurais pas imaginé qu'il était là, disponible à ma disposition. Aujourd'hui, j'ai créé pas mal de mots de chimie, de physique, même de physique quantique, que je suis en train de créer des mots en lingala. Ça veut dire qu'avant d'aller chercher vraiment dans les hiéroglyphes, regarde déjà dans nos langues, cher Kofi, il y a déjà les traces de l'égyptien ancien. Quand on aura épuisé dans nos langues actuelles tout ce qui est la morphologie, quand on aura appris, ce qui manque, et c'est à ce moment-là on aura même plus facile à comprendre les documents qui sont dans l'Égypte ancien. Il est difficile pour nous de comprendre les documents qui sont dans l'Égypte ancien si nous ne maîtrisons pas nos langues aujourd'hui. Parce que c'est une continuité, il n'y a pas une rupture entre l'Égypte ancien et les Sérères d'aujourd'hui. Ça a été une continuité. Voilà, la question de est-ce que le Swahili a tous les outils nécessaires pour devenir la langue continentale? Oui, mais bon, moi je crois que parfois on est aussi pris dans le piège des États-nations tels que nous l'a légué la conférence de Berlin. On n'a pas, pour le moment, avant même de commencer à chercher quelle est la langue nationale, la langue continentale, on a besoin que l'enfant Peul, là où il se trouve dans les Sahel, puisse maîtriser la technique des panneaux solaires. Et on a à lui enseigner la technique des panneaux solaires en Peul, avant même de penser à lui enseigner le Kiswahili. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire le Kiswahili, pour répondre à votre question, oui, le Kiswahili a tous les éléments, tout comme plusieurs langues. Hein. Le Kiswahili, parce qu'ils ont eu la chance quand même, on a eu la chance avec Nyerere et Kenyatta d'avancer dans ça. Mais même dans toutes les autres langues, il suffit que l'Union africaine, par exemple, mettre des moyens pour apprendre toutes ces langues-là, ça se fera. Mais pour le moment, moi je crois que même en Kiyaka ou en Hausa ou en Tchona ou en Seswa, n'importe quelle langue, il faudrait déjà qu'on amène les savoirs à l'heure actuelle aux enfants là où ils se trouvent dans leur langue pour qu'ils s'approprient le savoir et puissent développer leur coin. Oui, donc je crois que le professeur Senemongab aussi a répondu à une question qui attarde beaucoup les Africains conscients sur donc nous devons trouver d'abord la langue qui va nous unir avant de commencer à faire quoi que ce soit. Vous avez répondu en pensant directement à la question de la transmission de la connaissance, de l'utilisation de la connaissance, et puis après la question de la langue qui va unir. Ouais. Et puis la question de la langue qui va unir, ça ne se fait pas par décret. Regardons par exemple l'Occident. Il n'y a pas 100 ans, il y a 100 ou 150 ans, c'était les Français qui dominaient. Puis l'Amérique a pris l'essor, a continué à se développer, à devenir puissant. La culture américaine s'est développée. Aujourd'hui, c'est l'anglais qui domine tout l'espace occidental. Mais le fait que l'anglais domine tout l'espace occidental, ce n'est pas que quand tu sors ici en Italie, dans la rue, tu commences à parler anglais, les gens te comprennent. Non. Hein? Tu es en Italie, tu vis en Italie, tu les vois. Ça veut dire que en Italie, l'école se donne en italien. En Hongrie, l'école se donne en Hongrie. Hein? Donc c'est un peu ça. Ça veut dire que la question des langues continentales, c'est bien, mais ne nous figeons pas dans cette prison. Pour le moment, nous avons nos langues. Il ne faut pas que les gens vous fassent peur en disant que la multiplicité des langues africaines est un problème. Ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une richesse. Il suffit d'arriver dans des... Moi, je suis arrivé dans des coins reculés de l'Afrique ou dans les zones frontalières. Vous allez voir les gens, ils parlent 4 et 5 langues
Et au marché, ils font des affaires avec les 5 langues. Hein? Et chacun, ça veut dire que celui-ci parle l'autre langue, on trouve un intermédiaire, un interprète, ça passe. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est surtout renforcer les connaissances. Parce que les gens, parfois, moi je vois ça à Kinshasa, hein, les gens disent, ah, les Chinois, ils viennent ici, ils ne font pas du bon travail, qu'on nous envoie des gens qui savent travailler. Tu comprends ça? Ça veut dire que la personne, il est conscient et il accepte ça comme un fait accompli, que chez eux, ils ne savent pas construire des routes. Alors que les Chinois, ils sont venus construire des routes, ils ne sont pas satisfaits. Alors qu'on envoie des Japonais qui savent. Tu vois, on doit quitter ça. Il faut que nos ingénieurs à nous savent construire des routes. Et qu'on se dise, bon, on va appeler nos propres enfants qui savent construire des routes de chez nous, qui connaissent les réalités de chez nous, ils vont nous construire des bonnes routes. C'est à ça qu'on... Et pour former des ingénieurs qui savent construire des bonnes routes, on n'a pas à perdre du temps à connaître l'anglais ou le français ou l'allemand. L'enfant a besoin de connaître la biostatique, la mécanique statique, la mécanique des fluides, tout ça. Et si on peut lui amener la mécanique des fluides dans sa langue, il saura comment poser les ponts dans la rivière qui est chez lui. C'est vers là que j'ai dit. Merci beaucoup, professeur Senemongaba. Merci à tous ceux qui nous suivent en direct. Essayons d'aller un peu plus loin. Entrons dans la troisième partie de cette interview. Parlons un peu de vos réalisations. Vous avez déjà cité une partie, c'est-à-dire vous écrivez des livres. Essayez de parcourir un peu la méthodologie, hein, parce que votre travail se situe sur la méthodologie. Comment arriver, en effet, à enseigner dans les langues africaines, dans l'occurrence, ici c'est le Lingala. C'est-à-dire, quelles sont les étapes, et vous-même, hein, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait, parce que les gens qui nous écoutent, je crois que ce qui est important, c'est commencer à agir et quitter la théorie. 1% de théorie et de stratégie et 99% d'action. Ok. Donc, en fait, la méthodologie consiste à dire qu'on part déjà de l'hypothèse que nous devons utiliser nos langues. D'un côté, parce que didactiquement et pédagogiquement, c'est du bon sens. Et de deuxième côté, c'est une voie vers l'indépendance des mentalités au niveau de notre mind, de notre esprit molimo. Hein? Voilà. Pris comme ça, moi je me suis dit, quand j'ai commencé le travail, je me suis dit, si je veux montrer qu'on peut utiliser les sciences dans nos langues, la meilleure des choses à faire, c'est commencer à le faire. Donc moi, j'ai commencé à écrire ma thèse en lingala. Je l'ai fait comme ça. Et quand j'ai rencontré des enseignants sur le terrain, quand je faisais mes travaux, les enseignants disaient quoi? Dans la salle de classe, quand on voit que les enfants ne comprennent pas en français, on leur explique ça en lingala. J'ai rencontré d'autres collègues africains, que ce soit en Afrique du Sud ou à nos collègues internationaux, qui ont constaté les mêmes choses partout en Afrique. Au Mali, au Sénégal, au Nigeria. Ça veut dire que... Continuez, moi je vais charger. Voilà, les gens faisaient ça. Et moi, mon travail que j'ai fait, c'est de créer ce genre de connaissances. C'est créer ce genre de connaissances. J'ai fait l'école parce que beaucoup de parents avaient peur. Beaucoup de parents avaient peur pour leurs enfants en disant que, ben voilà, si on apprend dans des écoles, si on apprend dans... Il y a un problème technique là qu'on doit arranger. Oui, on va pousser encore un peu. J'espère que ça va arriver. C'est là, c'est celle-ci. La batterie. Je vais mettre ça comme ça. Ah bah ça prend. Hein. Ça prend? Oui, mais là ça... la batterie... Est-ce qu'il voit? Qu'il nous dit s'il voit bien. Rien de nous dire si vous voyez ou bien si l'image est tournée parce que apparemment... Pour la charge batterie. Pour la charge batterie. Bon. Ou bien en fait... Bon, je vais tenir. Hein? À la guerre comme à la guerre. Voilà. Donc je disais que moi j'ai fait mon école. Et dans cette école-là, j'ai décidé, en se fondant sur les lois congolaises, d'enseigner en lingala.
Et j'enseigne, j'ai instruit les enseignants à enseigner en lingala toutes les matières. Je vais tenir. Toutes les matières. Ils apprennent ça en lingala, mais ils apprennent le français et ils apprennent l'anglais comme langue. Et la première année, nous avons eu des difficultés avec des parents, parce qu'ils trouvaient que c'était une façon de baisser les niveaux pour leurs enfants. Mais je les ai convaincus en disant que non, ne vous en faites pas, au bout des 2 ans, vous verrez. Et cette année, comme ils ont vu que nous produisons des cours de sciences, des cours de mathématiques, et leurs enfants, quand ils rentrent à la maison, ils leur expliquent des choses des sciences, des respirations, des circulations sanguines, tout ça en lingala, qu'eux, ils ne comprennent même pas. Ils se rendent compte que leurs enfants connaissent des choses au niveau scientifique et technique qu'eux, ils ne maîtrisent pas. Et quand ils demandent aux enfants d'écrire des textes en français, les enfants se débrouillent. Donc, quelque part, cette approche nous a permis, au bout de 3 ans, de commencer petit à petit à convaincre les parents. Aujourd'hui, les parents n'ont pas... La première année, les parents ont enlevé leurs enfants. Il y avait des parents qui avaient enlevé leurs enfants dans les écoles, mais cette année, les parents sont restés. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est le travail que nous on fait. La difficulté qu'on a, c'est que c'est une école où, comme on parle de l'indépendance, c'est les parents qui payent les minervales. Donc, on fait un effort pour que les parents payent les minervales pour payer les enseignants. C'est ça aussi, il ne faut pas oublier que les enseignants, quand ils ne sont pas bien payés, ou ils sont payés en dents de scie, ça pose un problème pédagogique. Donc, quelque part, on est en train de vérifier ça. Aujourd'hui, même mes propres enseignants, au début, ils ne croyaient pas quand je leur disais ça. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils se rendent compte. Dernièrement, il y a un enseignant qui m'a dit, mais aujourd'hui, on ne sait plus venir au cours comme ça sans préparer. Parce qu'avant, quand ils enseignaient en français, tu pouvais raconter tout aux enfants. L'enfant ne sait pas parler français, il ne te pose pas de questions. Mais maintenant, les cours se donnent en lingala. Quand tu expliques et que l'enfant n'a pas compris, il te pose la question parce que moi, je leur dis, n'interdisez jamais à l'enfant de te poser des questions en lingala. Maintenant, dans les cours de sciences, ils vont plus loin que les simples cours magistraux où les profs parlent, vous copiez, vous taisez. Donc, quelque part, ce n'est pas de l'utopie. Nous, on est en train de l'expérimenter. Ça s'est fait avec des difficultés, bien sûr, comme j'ai dit, parce que ce sont quand même des approches qui doivent être prises au niveau des États pour que ça prenne. Mais ce sont des expériences individuelles citoyennes, comme on peut appeler, qui est appelée à se multiplier et qui est possible. Oui, bon, moi je pose la question derrière parce que je fais aussi le caméraman. Une question que beaucoup demandent aussi. Quelles sont les démarches que vous avez faites pour créer une école en lingala au Congo? Avez-vous eu des difficultés et comment les autorités collaborent avec vous aujourd'hui? Oui, comme je l'ai dit, au Congo, ça ne pose pas tellement de problèmes parce que tu demandes l'autorisation d'ouvrir l'école comme tout. Il y a même des gens qui obtiennent des autorisations, même sans bâtiment, sans quoi ils obtiennent. Donc j'ai fait la demande comme tout Congolais fait d'ouverture. Mais on a quand même, nous avons tenu quand même à avoir des bons bâtiments, des bonnes qualités et tout ça. Et le problème de la langue ne s'est pas posé directement. Les problèmes de la langue ne s'est pas posé directement au niveau de la demande parce qu'on ne les demande pas. C'est juste le français et tout ça. Et que maintenant, nous faisons ça, mais avec une méthode. Nous obéissons, nous suivons les programmes de la vie démocratique du Congo. Il a un programme scolaire que nous, on suit. Ça veut dire que bon, on essaye avec des cours comme les cours d'histoire, de zapper un peu tout ce qui est les Carolingiens, les Mérovingiens, et bon, sans trop de bruit, bon, et puis personne la plupart des gens s'en foutent des Mérovingiens et des Carolingiens. Et à la place des Mérovingiens et des Carolingiens, on parle des Narmer, des Imhotep et des Kangamoussa. Tu vois, mais ce n'est pas des choses interdites parce que même dans les programmes du Congo, c'est supposé être là. Ça veut dire, dans ce qui est prévu pour enseigner sur l'Égypte, ben, nous enseignons l'Égypte, point de vue Chenkata Diop et pas point de vue des autres. C'est un peu ça. Donc, on n'a pas eu vraiment de difficultés. La difficulté qu'on aura, qu'on est en train de voir dans l'avenir, c'est quand on va arriver, par exemple, dans 2 ans, à l'école secondaire. Parce qu'à l'école secondaire, la loi impose le français comme langue d'enseignement. Et c'est le travail qu'on essaye de faire maintenant pour montrer au gouvernement que notre approche permet même d'apprendre plus le français que l'approche qui est en place.
Ça, c'est bon. Si ça arrive au moment où, dans 2 ans, et que au niveau du ministère, le programme n'a pas encore changé, bon, on va essayer de lire la loi, parce que la loi quand même est flexible, la loi cadre de l'enseignement, pour arriver à... et ou continuer à faire ça comme une épreuve pilote. Mais je crois qu'on est dans les bons. Il y a Guinéens, les autorités vous rendent visite aux élèves dans les salles d'examen, ont donné les épreuves à une fille incapable de lire en direct. C'était honte pour la fille. Mais oui, parce que nous insistons, ça veut dire que c'est que Jolie dit, ça veut dire qu'on arrive, on demande à un enfant de lire en français et l'enfant n'arrive pas. C'est la même chose, je vois ça maintenant sur Facebook, comme c'est la période des examens, la plupart des pays africains où on se moque des enfants parce qu'ils parlent mal français. Il ne faut pas se moquer des enfants. C'est là le problème que j'ai dit. Nous avons un vrai problème. Les enfants ne maîtrisent pas les langues d'enseignement et c'était aux responsables guinéens de se rendre compte qu'il y a un problème. Donc, comme il y a un problème, on doit changer. Ce n'est pas à blâmer l'enfant, mais c'est à changer, c'est un peu ça la situation. Pouvez-vous nous parler de votre école? Où se trouve-t-elle, à quel niveau enseigner? Ça, c'est Will Moufane. Bon, l'école se trouve à Kimbantek. Kimbantek, c'est à Kinshasa, c'est une commune, comme on appelle, poliment populaire. Ça veut dire une commune pauvre, pour être clair, de Kinshasa. C'est à Kimbantek, qui est tout près de l'aéroport. C'est à quartier Fumukento. Mais bon, les parents, je ne me comporte pas en parent comme des parents pauvres et je viens là pour vous aider. Non, je refuse. Les parents payent les Minerval, même si les Minerval est bas, ils payent les Minerval et c'est avec ces Minerval qu'on paye les enseignants. Donc, c'est avec ça et on obtient quand même cette année, c'est la deuxième, on est maintenant, on avance, on avait l'école primaire, cette année on avait ouvert la première année secondaire, en septembre on ouvre la deuxième année secondaire. Donc, on va petit à petit, parce que il y a aussi un problème derrière, nous devons produire chaque fois des supports didactiques qui n'est pas encore disponible en Lingala et parfois moi-même ou bien avec d'autres collègues, donc ça prend quand même pas mal de temps. C'est comme ça, comme on va progressivement, ça nous permet aussi de bien contrôler, d'arranger aussi notre approche pédagogique. C'est un peu ça. Une question toujours par rapport à votre école. Êtes-vous seul? Comment vous produisez vos livres? Vous êtes seul à faire tout ce travail et comment d'autres personnes peuvent vous joindre, même pour leur pays respectif ou pour le Congo aussi? Oui, bon, pour la méthodologie, comme j'ai dit, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à travailler au niveau de nos langues. Ce n'est pas seulement Lingala. Quand je parle de nos langues, même si on vous dit qu'il y en a 2000, ce n'est pas un problème. L'Afrique, c'est 13 millions de kilomètres carrés, c'est énorme. Ça veut dire, au niveau de nos langues, développer, parce que jusque-là, la linguistique africaine, c'est une linguistique du type colonial où on perd beaucoup de temps à décrire les tons, les bas, les hauts, les ceci, au lieu de produire du texte pour les locuteurs. C'est un peu ça le grand travail que nous devons faire. Ça veut dire que montrer la morphologie de nos langues, comment créer des mots dans nos langues, comment créer des définitions dans nos langues. Ça, c'est vraiment un travail que nous devons faire ensemble. Au niveau de l'école, oui, c'est difficile parce que jusque-là, je suis financièrement seul à financer ça. Maintenant, pas seul parce que maintenant, avec les parents, moi, je finançais la construction des bâtiments, ce qui était difficile, et les parents finançaient les paiements des minéraux et tout ça. Donc, c'est une entreprise, comme j'ai dit, maintenant je reviens à la question qui nous a été posée par rapport à l'africanité, l'aspect économique. Donc, l'école, il est une entreprise une entreprise sociale, commerciale et tout, même si au bout de 3 ans, ça veut dire que les 2 premières années, j'étais obligé d'ajouter pour payer les salaires des enseignants. La 3e année, je n'ai pas payé les salaires des enseignants, les parents ont arrivé. Donc, on est dans une logique entrepreneuriale normale de progression qui fait que si on a d'autres entrepreneurs, oui, ça va vraiment prendre comme quelque chose au niveau de la Renaissance africaine et montrer, parce que je n'ai pas besoin de former des gens au rabais, non, j'ai vraiment besoin de former des cadres qui pourront même à venir augmenter le travail que j'ai fait aujourd'hui. Et je suis aussi content parce que de fil en aiguille, j'ai rencontré pas mal de gens comme les Fortina, Yako et les autres qui sont dans la logique panafricaine où on doit, même les Meta et les autres, où on doit tendre vers l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu dans cette école, on a aussi cette logique-là de former ces jeunes-là à entreprendre, à devenir des entrepreneurs. C'est un peu les projets à long terme. Donc c'est un projet qui demande... mais
comme on dit toujours, c'est un projet qui n'est pas... On ne peut pas s'attendre que ce soit financé par des réseaux classiques qui financent, parce que ça ne cadre pas. Parce que quand tu fais ton business plan, les financiers doivent aussi s'y retrouver. Alors, tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Quand tu veux enseigner dans les langues africaines, tu ne vas pas demander à celui qui n'enseigne pas les langues africaines de financer. Donc, parler aujourd'hui de coopération à la Renaissance africaine, c'est une utopie. On peut pas, ce n'est pas une utopie, c'est même une nécessité. La réalité qu'on a aujourd'hui, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, ou même au niveau dramatique, comme on le voit, comment tous les Noirs ont... Ils ont coopéré avec les ONG qui aujourd'hui financent la construction des écoles en Afrique. Est-ce qu'on peut les convaincre, au lieu de financer la construction des écoles et perpétrer la logique coloniale, on les convainc de financer, par exemple, l'école de Sénémongaba? Mais la balle, d'un côté, dans notre cas, en tant qu'entrepreneur, de les convaincre qu'avec nous, ils font de bonnes affaires, et du deuxième côté, la balle est dans leur camp, de connaître que bon, la coopération au développement tel qu'il a été conçu jusqu'aujourd'hui, c'est un échec, et que s'ils sont sincères, parce qu'il faut le dire, hein, s'ils sont sincères et qu'ils veulent vraiment la prise en charge, la réduction de la pauvreté et tout ça, bon, je crois que notre approche est la bonne. Comment faire pour que les gens commencent à valoriser nos langues à notre petit niveau? Oui. Je voudrais préciser quelque chose avant de revenir à cette question. Et puis la première question, c'était qu'en est-il des manuels scolaires, édition, auteur et financement? Nous, on a une maison d'édition. C'est difficile avec les moyens qu'on a, mais on produit. On produit des livres. Ce n'est pas toujours bien diffusé. On attend qu'il y ait dans les milieux africains des professionnels de la diffusion, parce que ça, on a aussi un problème. Petit à petit, plus on a des diffuseurs de nos travaux, mieux ce sera, parce que les autres, on ne va pas diffuser à notre place. Et bon, on les fait. Et puis les auteurs, on ne doit pas attendre, on doit continuer dans tous les pays à éditer, à vouloir. Tous ceux qui sont dans cette logique, on doit produire. Et on a l'avantage parce que personne ne nous empêche. Et même si on nous empêche, d'autres viendront. Donc ça, c'est quelque chose. Comment faire pour valoriser nos langues? Ça, beaucoup d'Africains disent ça et je trouve ça prétentieux de leur part. Valoriser nos langues. Est-ce que moi, bienvenue, Seigneur, je peux valoriser les lingala? Non. Parce que quand je dis que je veux valoriser les lingala, c'est comme si moi j'ai de la valeur et que les lingala n'en a pas, moi je vais lui donner la valeur. Moi j'utilise les lingala parce que les lingala me permettent de survivre. Nos langues, ce sont des outils qui nous permettent, nous, d'aller de l'avant. Donc nous avons besoin de nos langues. Ce n'est pas nos langues qui ont besoin de nous. Il faut les savoir. Si tu parles les Fungbe, ce n'est pas le Fungbe qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin du Fungbe. Quand c'est si tu parles le Fungbe que tu maîtrises la mécanique des fluides en Fungbe, tu vas construire les ponts dans ton village à Fungbe et que tu vas construire des entreprises chez toi et que tu vas y vivre, tu vas épouser, tu vas avoir tes enfants et les élever. Donc ça veut dire que nous, nos langues, ne les regardons pas comme des objets folkloriques, comme des objets des musées. Non, regardons nos langues comme des vraies valeurs économiques que nous avons à notre disposition pour nous permettre d'aller de l'avant. Moi, je vous ai dit, une fois je disais ça à quelqu'un, moi j'ai étudié la physique quantique. C'est difficile à comprendre, même en français. Même pour un francophone, c'est difficile à comprendre. Maintenant, tu vas enseigner la physique quantique à un gars de Kinshasa en français. Mais c'est difficile. Donc, tu dois lui enseigner la physique quantique en lingala pour que lui, en apprenant la physique quantique, puisse développer l'informatique, l'Internet et tout ça. C'est-à-dire nous avons besoin de nos langues pour que nous soyons compétitifs dans la mondialisation. Parce que parfois, les gens inversent. Nous deviendrons compétitifs au moment où nous aurons des savoirs. Aujourd'hui, nous avons les coltans. Non, nous n'avons pas les coltans. C'est les Congo, la terre du Congo qui a du coltan. Mais les Congolais n'ont pas les coltans. Est-ce que le Niger a de l'uranium? Oui. Le Niger a l'uranium, mais les Nigériens, ils n'ont pas l'uranium. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas la technique pour l'extraire. Ils n'ont pas de fonds pour l'extraire. Ils n'ont pas l'armée pour les protéger. Donc c'est ça. Le pétrole nigérien ou angolais n'est pas angolais. C'est le pétrole de l'Angola, mais appartient à Angola et les autres. Donc ça, c'est la réalité de nos langues. Donc nous n'avons pas besoin de valoriser nos langues. Nous avons besoin de nos langues, même à notre petit niveau, commencer à utiliser ta langue et à
donner des savoirs que tu possèdes. Parce que parfois les gens croient qu'il faut être un docteur en ceci, un licencié en cela. Non, même une maman qui vend des arachides, il a des connaissances dans son commerce. S'il peut écrire ça à Bamileke, c'est bien pour les autres. Jolie Tato dit, est-ce que dans vos recherches pour enrichir les gars, vous empruntez à d'autres langues, même européennes? Oui, j'emprunte. Bon, d'abord, le lingala lui-même, la dérivation, la composition permet de générer un grand nombre de mots. Donc, je crée d'abord des mots à partir de lingala lui-même. Ça, c'est déjà beaucoup. Ensuite, il y a toutes les langues, les Kikongo, les Kichiluba, les Kiswahili, les 200 autres langues que j'utilise pour comprendre. Et puis, s'il n'y a pas, parfois, j'utilise même le français ou l'anglais, mais de manière réduite. Et puis, il y a des mots comme des mots scientifiques comme hydrogène. Ce n'est pas un mot français parce que pas mal de gens croient que hydrogène c'est un mot français. Non. Hydrogène, ça a été fabriqué à partir du grec ancien, hydro et énos. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire du Kemet comprendront que la plupart du grec ancien vient de l'égyptien ancien. Donc si je puise dans le grec ancien, je ne me gêne pas, ce n'est pas un problème. Mais au début, je prends d'abord dans le lingala profond lui-même. Est-ce que, s'il n'y a pas une autre question... Je ne sais pas si la communication, si la connexion est bouclée. Votre connexion est faible. Non, ça continue. Ah mais là, on voit... La question, c'est les langues créoles. Ça ne fonctionne plus, on dirait. Ben, s'ils peuvent nous écrire, ça fait 2 heures déjà. Hein? 1h30. 1h15, je crois. Écrivez-nous pour voir si vous nous suivez, parce que là, l'image est bloquée. Jusqu'à présent, ça tournait. Okay. Les langues créoles ont-elles une place dans vos cursus? La question se pose par rapport à l'ouverture vers l'Amérique, la possibilité de l'échange. Mais oui, parce que déjà le Haïti vient d'intégrer l'Union africaine. Hein? Je crois que ça... Ça bloquait. Ça bloque. Voilà. Connexion faible. Je crois que... Non, on a assez de batterie. Ça a bloqué. Est-ce qu'on peut... Il faut brancher. Ils ont déjà... Bientôt, seulement.